Alors nous voici déjà arrivés à la fin de cette journée très riche, en ce qui me concerne en tout cas, j'espère aussi pour vous. On verra ce que donne le questionnaire, les réponses, vos réponses à ce questionnaire, comme vient de l'évoquer Thomas Wenger. En tout cas l'année passée, il y avait un souhait de recommencer une année plus tard. J'espère que ce sera de nouveau le cas à la fin de cette journée pour l'année prochaine. Et puis effectivement, après, chacun et chacune retourne à sa vie quotidienne, professionnelle et autres. Ce que j'aimerais dire, et c'est évidemment pas une synthèse au sens exhaustif ou forcément objectif, c'est impressionniste. Et puis on sait que les élus sont spécialement subjectifs, n'est-ce pas, dans le domaine politique, mais c'est des éléments que j'ai pu capter au fur et à mesure de la journée. Je vous remercie tout d'abord pour franchement la qualité des échanges, de vos réactions, de vos interventions, qui étaient souvent d'ailleurs plus des interventions, des remarques, des apports que des questions. Pour dire que ce que j'aimerais dire en premier, c'est que ça représente un énorme défi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vous faites au quotidien les uns et les autres, et c'est bien sûr un métier, mais c'est aussi beaucoup de passion, et j'en suis très conscient, vous le faites bien, vous le faites très très bien. D'ailleurs, même s'il faut relativiser parfois les statistiques, tout de même, on a dit, un des premiers résultats de l'enquête qui a été présenté ce matin, c'est la satisfaction. Vous avez de l'expérience, vous avez des compétences, vous avez de l'engagement, mais du coup, ça génère aussi beaucoup d'attentes, et c'est ça le défi. Parce que, et ça m'arrive à un autre élément qui a été aussi dit, c'est que les bibliothèques, on a parlé d'un lieu bienveillant, non jugeant, d'un lieu positif, les gens entrent quand même a priori pour une raison positive, et c'est caractéristique d'ailleurs, et j'en suis quelque part fier, parce que c'est un des éléments qui me motive moi aussi au quotidien, c'est que l'ensemble des prestations du département que j'ai le plaisir de diriger, Culture et Sport, sont en réalité des prestations positives. Elles sont approchées par choix. Personne n'est obligé d'entrer dans une bibliothèque, personne n'est obligé d'entrer dans un musée, personne n'est obligé de nager, ça a été dit aujourd'hui. Et je le dis depuis 2011, c'est d'ailleurs un des éléments, il y a plein de différences entre culture et sport, mais c'est un des éléments qui lie ces deux domaines que j'ai choisi de mettre ensemble quand je suis arrivé au conseil administratif en 2011. Par opposition à l'administration fiscale, où évidemment on y a affaire par obligation, l'école aussi, heureusement d'ailleurs, ou d'autres, les services sociaux quand on a un besoin vital et ainsi de suite. Et c'est passionnant comme situation, parce que c'est une autre relation à la population. Et il est évident qu'on ne va jamais chercher à obliger tout le monde à pratiquer, à avoir une pratique culturelle ou sportive, mais il est vrai qu'on est dans une logique quand même de s'intéresser aux motifs qui font que quelqu'un entre ou pas, quitte à admettre bien sûr que des gens n'ont pas envie, un point c'est tout et ça se respecte. Mais ce lieu que vous représentez, les bibliothèques, effectivement bienveillant, non jugeant, il a une autre caractéristique qui a été citée entre autres avec Interroge, mais qui est aussi en lien avec votre activité au quotidien, c'est qu'il est fiable, dans le bon sens du terme. C'est qu'on peut faire confiance aux conseils que vous donnez, confiance aux renseignements, et même quand ça sort du champ premier des bibliothèques, notamment effectivement avec les questions qui sont posées à Interroge, il y a une réponse et elle est fiable. Ça paraît banal de le dire, mais ça n'est pas tant que ça de nos jours. Dans un monde qui est quand même de plus en plus, je dirais, agité, où tout s'accélère, c'est quand même relativement perturbé, où finalement les référentiels qui construisent une société sont remis en question, pas toujours de manière très sereine, c'est d'autant plus précieux. Alors effectivement, un des risques qu'on court lorsqu'on a un indice de satisfaction aussi léniniste, j'ai appris que c'était Lénine qui avait fait cette fameuse citation, en fin de matinée, on a eu la réponse en début d'après-midi, c'est un risque, je ne dis pas que c'est un reproche, pas du tout, c'est que quand on a un indice de satisfaction élevé, on se dit tout va bien et on continue comme avant. Ce qui m'amène à dire, et je sais que je parle à des convaincus, c'est que la mission de base de la bibliothèque, elle est pérenne. Comme on a dit, l'accès à la lecture au sens large, l'accès au savoir, à la connaissance, de manière aussi ouverte et accessible que possible concrètement. Donc pas seulement à des gens qui ont toute façon de réflexe de venir, mais aussi à des gens qui en ont peut-être moins, de renouveler le public. Ce qui s'inscrit évidemment plus largement dans une ambition qui est celle de base d'une politique culturelle, en tout cas dans une société démocratique et qui est une ambition d'intégrer tout le monde, c'est la démocratisation de la culture, démocratisation des savoirs. Dans un monde où les savoirs sont plus importants que jamais pour comprendre ce qui se passe, ce sont les savoirs au sens large, scientifiques, administratifs, et ainsi de suite, c'est d'autant plus important. Cette mission, elle est pérenne. Ce qui évolue, c'est les modalités. Et autant l'indice de satisfaction est élevé, il y a quand même des éléments aussi qui, en tout cas, ce n'est pas du tout une logique de reproche ou de critique, mais voilà, ça permet des questionnements intéressants. Par exemple, le fait que dans la tranche adulte-jeune, 18 à 29 ans, on constate un recul du fait des gens qui s'inscrivent, 33% de recul en termes de personnes qui s'inscrivent comme bibliothèque, dans des bibliothèques. Il y a peut-être d'autres moyens de les attirer, peut-être qu'ils n'ont plus envie. Comme ça a été dit, ceux qui achètent des livres plutôt que de les emprunter, c'est un choix conscient. Mais j'ai quelques souvenirs de mes cours d'économie politique à l'université il y a bien longtemps,
c'est qu'on prenait la théorie du marché. Alors évidemment, en tant que socialiste, j'ai mes appréciations de ce que peut être le libre marché. Mais les tenants du libre marché, tous les grands capitalistes, oublient toujours de préciser pour qu'un libre marché fonctionne vraiment. Il faut que tout un chacun ait toute l'information nécessaire pour évaluer les options du marché et toutes les ressources au sens large pour pouvoir faire des choix libres et autonomes. Ce qui est loin d'être le cas de la plupart des marchés, si on pense par exemple à l'assurance maladie. Donc pour revenir à ce qui nous concerne nous, quand quelqu'un fait un choix conscient de ne pas entrer dans un musée ou une piscine ou bibliothèque, ma foi, effectivement, on est en démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous intéresser à d'autres phénomènes de société, quels qu'ils soient, qui font que certains ou certaines, soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit parce qu'effectivement ils ne se rendent pas compte qu'ils y trouveront peut-être des ressources qui peuvent effectivement enrichir leur vie au sens large, pas forcément que sur un plan pratique, que ça mérite en permanence un questionnement. Et ceci d'autant plus, et c'est mon troisième élément, dans une ville comme Genève, nous sommes une petite ville à la base, en comparaison internationale, New York a été mentionné, on est une petite ville. Quand je rencontre des collègues de villes chinoises et que je leur explique que la municipalité de Genève, c'est 200 000 habitants, ils sont convaincus qu'il manque un zéro, 2 zéros. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'une ville aussi petite en taille objective soit aussi renommée sur le plan mondial. Ce qui est un de nos défis permanents, parce qu'on est une petite ville. Si vous prenez des villes de même taille en France ou en Allemagne, elles seront moins connues, et ce n'est pas une critique que Genève, sur le plan local et international. Mais en même temps, on a des attentes, je dirais une composition, une actualité, une réalité socio-culturelle, socio-démographique, politique, institutionnelle, économique, qui dépasse largement les tailles d'une ville de 200 000 habitants. C'est passionnant, mais c'est aussi un défi. Je ne sais pas si vous êtes conscient, par exemple, que la population de la ville de Genève se renouvelle jusqu'à 10% chaque année. C'est les statistiques du contrôle d'habitants. 10%, entre 5 et 10% chaque année de départ et d'arrivée. Il n'y a pas que des gens qui arrivent, évidemment, il y a aussi des gens qui partent. C'est la statistique d'inscription au contrôle d'habitants. Alors évidemment, certains viennent d'à côté, certains viennent de Carouge ou de Vernier, certains viennent d'ailleurs en Suisse, certains viennent du monde entier. Ça veut dire que notre propre population municipale se renouvelle à raison de 10% par année. C'est énorme. C'est un défi permanent pour l'ensemble, pas seulement pour les bibliothèques, de trouver un moyen de dire nous existons, on essaie de vous accueillir le mieux possible, on ne peut pas résoudre tous vos emplois, je veux dire, si vous cherchez un emploi, un logement, ce n'est pas évident de vous aider, mais malgré tout, nous sommes aussi là pour offrir, au sens large du terme, des conditions de vie aussi agréables que possible et que vous trouviez votre place dans notre cité. Ceci s'ajoute à autre chose, c'est qu'on est très fiers, une des premières choses qu'on m'a dit quand je suis arrivé à Genève, je suis un typique Genevois dans le sens que je ne le suis pas du tout, c'est-à-dire que je n'ai pas fait mes écoles ici, je suis arrivé à 25 ans, on m'a tellement fait la chanson de Genève multiculturelle, Genève accueillante, Genève hospitalière, oui c'est vrai, mais le risque c'est aussi qu'on croit que ça marche tout seul. Et cette fameuse mosaïque genevoise dont je parle souvent, dans toute sa diversité, elle est fragile, elle demande l'entretien. Or, on le sait toutes et tous ici, à quel point les fissures socio-économiques, socio-culturelles sont plutôt en augmentation. Alors de nouveau, ce n'est pas aux bibliothèques toutes seules de relever ce défi, mais je dirais dans un contexte plus large, évidemment à mon niveau surtout, mais aussi au vôtre, c'est une préoccupation, c'est un questionnement de comment on peut contribuer à aborder ces défis. Alors du coup, ça m'amène à un élément qui a été souvent cité aujourd'hui, les bibliothèques comme partie du service public, de l'administration et le lien avec le politique. Vous faites partie effectivement d'une administration. Alors tout d'abord, je le positiverai. Vous le faites déjà, mais c'est vrai que la logique de réseau, elle a été mentionnée. Comme on ne peut pas demander aux bibliothécaires de régler tous les problèmes, ou tous les questionnements en tout cas, au sens très large, on a parlé de populations plus précaires qui rentrent dans la bibliothèque, ou d'autres populations qui cherchent simplement des informations administratives. Je sais que vous répondez du mieux que vous pouvez. Donc, pas du tout attendu d'un bibliothécaire qui soit capable de gérer l'ensemble des problématiques qui peuvent se poser au service public. Et je sais que vous avez déjà pas mal de contacts, que ce soit à l'échelle plutôt proximité, ou à l'échelle d'un quartier, avec les autres acteurs. Nous avons une densité d'acteurs publics et parapublics qui est quand même très riche à Genève, si on pense bien sûr à l'école, aux crèches, mais aussi aux maisons de quartier, ou au milieu associatif. Ça peut aussi de manière transversale, ou entre d'ailleurs réseaux, bibliothèques au sens large, d'avoir des collaborations, ou avec d'autres services de l'administration. Quand on fait par exemple des projets ensemble avec le service Agenda 21 ou le service des sports, ce sont des exemples. Donc vous le faites déjà beaucoup, mais il faut peut-être encore pousser ça plus loin. Et je sais qu'il y a eu cette discussion sur le fait est-ce que les bibliothèques font partie du réseau des points info-services qui finalement a été mis en place par ma collègue Esther Alder, donc des points d'info de base où les citoyens et citoyennes peuvent venir et poser vraiment toutes questions. J'attends un premier bilan à l'occasion de ces points info-services, mais je pense qu'on a un rôle à jouer dans ce domaine, mais aussi pour y chercher des appuis, pas seulement pour... ça va dans les deux sens évidemment. Ensuite, partie d'une administration, oui, c'est des contraintes de toutes sortes. Elles partent toutes plutôt d'un bon sentiment. Les règles sur le temps de travail pour gérer les heures supplémentaires, par exemple, ou les règles en matière comptable. Je ne vous cache pas, en moyenne, et je le dis aussi en tant qu'élu,
en moyenne, l'environnement normatif s'est densifié. Et l'environnement de contrôle s'est densifié. Parce que voilà, l'argent public est surveillé. Il y a quelques années, bon ça date maintenant, il y a je crois 10-15 ans, le peuple genevois avait plébiscité, je crois que c'est stalinien, à 90% l'instauration d'une cour des comptes par exemple. On a le contrôle financier, donc l'audit interne de la ville de Genève, on a le contrôle interne. Ça part aussi d'un bon sentiment, voilà, il faut que l'argent public soit bien dépensé avec, je dirais, de manière économique et adéquate. Mais c'est vrai que ça peut générer des contraintes, puis j'ai entendu le rêve de l'autogestion. Oui, le problème c'est qu'on utilise l'argent public, donc on a des comptes à rendre. Et tout l'enjeu, c'est réussir à rendre des comptes dans le sens, je dirais, noble du terme, c'est-à-dire de rappeler, ça peut paraître banal pour vous, ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour des élus ou pour des observateurs extérieurs, documenter ce qu'on fait aussi qualitativement, pas seulement quantitativement, les réalités, aussi les réalités auxquelles on est confronté dans notre pratique respective, c'est très important, parce qu'effectivement, bon, vous le savez, mais le contexte politique plus large à Genève, il n'est pas dans une phase très sereine. Nous sommes dans une législature municipale compliquée, puisque les couleurs politiques à l'exécutif et au délibératif ne sont pas les mêmes. Dans le système politique suisse, même dans ce genre de cas, on est censé négocier dans une logique quand même tôt ou tard de compromis. Ce n'est pas la logique qui prévaut en ce moment. Donc on a une majorité qui, ma foi, a fait des choix depuis le début, depuis 2015, de vouloir couper, alors que la situation financière de la ville est saine, je rappelle. Alors après, il y a le débat politique, ce n'est pas le débat du jour, mais pour dire qu'on est dans un contexte où effectivement les budgets sont attaqués. Et si parfois je demande via vos responsables d'avoir des éléments de documentation sur ce que vous faites, ce n'est pas pour vous ennuyer, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour avoir au moins ensuite tous les éléments nécessaires pour pouvoir bien défendre les activités qu'on fait, montrer qu'on est à la fois fidèle à nous-mêmes dans le bon sens du terme, c'est qu'on fait bien ce qu'on fait déjà depuis des années au cœur de la mission des bibliothèques en l'occurrence, ou des musées ou des services des sports, mais qu'effectivement on est aussi capable d'évoluer et de montrer qu'on évolue avec la société. Du coup, par rapport à d'autres éléments, je n'ai pas encore cité aujourd'hui, avant de terminer, il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites aujourd'hui. Puis j'aimerais rassurer, parce que parfois je suis considéré, je sais, j'ai aussi mes grandes oreilles partout, comme un obsédé du numérique. Non, le numérique n'est pas un but en soi. C'est juste une réalité de notre société. Dans votre domaine au sens large, elle se traduit par l'évolution des pratiques de consommation musicale, en tout cas chez les jeunes, voire d'images au sens large, donc de séries. La question, c'est dans combien de temps encore les gens iront dans des salles pour voir, en tout cas les jeunes, ils y vont moins. Mais c'est une juxtaposition. Ça ne veut pas dire que les anciens modes disparaissent. Ça veut juste dire qu'il y a une diversification. Je pense qu'il y aura toujours des salles de cinéma, il y aura toujours des vinyles, des CD. Simplement, à côté, il y a d'autres pratiques auxquelles on doit s'intéresser, qu'on les aime ou pas. C'est le cas aussi de toute la littérature plutôt documentaire et scientifique, qui a tellement plus d'avantages dans le numérique. En revanche, c'est évident que la lecture pour le loisir au sens très large, elle reste encore entièrement axée sur le livre. C'est une juxtaposition auquel on doit s'intéresser. Moi, il y a un domaine qui est proche du vôtre et qui m'inquiète beaucoup, Elisabeth Chardon en fait partie, c'est le domaine des médias. Quand on voit ce qui se passe dans le domaine des médias, c'est même pas une question de lire son journal sur écran ou sur papier. Ça, c'est juste les apparences. C'est la notion même d'un média au sens démocratique du terme. C'est des gens qui structurent l'information, qui la documentent et qui ensuite émettent une opinion, des journalistes. Ce métier-là est réellement menacé aujourd'hui parce que là, ce n'est pas le service public qui finance, c'est des éditeurs privés qui veulent du rendement, des chiffres à court terme. Quand on voit les rendements qu'attendent les propriétaires aujourd'hui des groupes médias. Et pourquoi j'en parle, c'est parce qu'ils prétextent toujours le numérique comme argument pour qu'il faut évoluer. Elisabeth Chardon en parlait mieux que moi, les discours qu'elle a dû beaucoup entendre à une époque. Mais en attendant, l'obsession de rentabilité fait que la notion même d'un média structuré qui contribue au débat démocratique, on en a besoin, les fameuses brochures pour comprendre les enjeux d'une votation, est clairement menacée. On a la chance, quelque part, d'être encore dans un service public où l'objectif de rentabilité n'est pas en tant que tel posé. Mais ça veut simplement dire qu'on a intérêt à suivre ce qui se passe et peut-être qu'un jour les bibliothèques devront en partie pallier, sous des méthodes à trouver, à l'absence de médias structurés qui alimentent le débat démocratique, parce qu'effectivement, sinon, je ne sais pas qui le fera. Et si je devais une fois résumer un peu ce qui m'intéresse le plus, au-delà du côté gestion, catalogage, etc., qui est l'aspect pratique de l'informatique, c'est dans quelle mesure les bibliothèques peuvent contribuer à ce que j'appellerais, pour simplifier, l'éducation numérique. Comment les citoyens et citoyennes peuvent se comporter dans ce monde où le numérique, qu'on le veuille ou non, est de plus en plus présent, envahit nos vies, nous documente, nous trace. Quelqu'un me disait, un spécialiste, que bientôt on n'aura même plus besoin de remplir une déclaration d'impôt parce que toute notre consommation, toutes nos dépenses seront enregistrées a priori, documentées, envoyées à l'administration fiscale. On n'y est pas encore tout à fait, mais au rythme où on voit les choses. Et comment un citoyen et citoyenne peut être conscient des traces qu'il laisse, et ainsi de suite. Comment les jeunes qui, soi-disant, sont connectés jour et nuit, mais en réalité sont très mal éduqués sur le plan numérique,
De nouveau, je ne dis pas que les bibliothèques doivent tout faire dans ce domaine, l'école a un rôle clé, mais les bibliothèques ont certainement un rôle à jouer. Et du coup, ça m'amène aussi à la présentation qu'on vient d'avoir. On a ici les bibliothèques de lecture publique, mais on a aussi les bibliothèques scientifiques et patrimoniales. On a la chance, notamment avec ce département de la culture et du sport, de disposer d'institutions patrimoniales avec des collections exceptionnelles. On a beaucoup parlé de collections aujourd'hui, bien sûr au sens des bibliothèques municipales, mais aussi des collections patrimoniales qui sont d'une extrême richesse et diversité. De nouveau, si on considère la petite taille de notre cité, vu la passion des ancêtres qui les ont montées et qui continuent à être alimentées aujourd'hui. Et là aussi, un enjeu de partage, plus que jamais, de les rendre accessibles, de les rendre, je dirais pas seulement accessibles passivement, mais de les utiliser, les collections d'hier, pour expliquer et mieux placer les enjeux d'aujourd'hui. Et je pense que les bibliothèques scientifiques et patrimoniales ont encore un potentiel de développement dans ce domaine. Du coup, pour terminer, j'ai envie de dire, vous faites déjà énormément, et vraiment, je vous en sais gré. Ce côté expérimental, quelqu'un a dit qu'il fallait rêver. Je pense que vous pouvez continuer à faire des essais. En tant que magistrat, je ne vais en tout cas jamais vous reprocher de faire une expérience et de vous planter. Bon, évidemment, si vous faites toujours le même truc pendant des années et que vous plantez toujours, je finirai par réagir. Mais pour dire qu'à partir de votre capital de base, de connaissances, d'acquis, je suis entièrement curieux et favorable. Oui, il y a des enjeux de ressources. Et là, je suis obligé de refroidir un peu l'enthousiasme, de juste rêver d'avoir plus de budget à court terme. En tout cas, du budget du conseil municipal, il faut oublier. C'est déjà bien si on arrive à les préserver. Ça peut obliger à des solutions plus créatives. Il faut préserver l'atout même du service public qui sont des collaborateurs, des collaboratrices engagés par le service public pour faire leur travail, mais ça n'exclut pas des partenariats, ça n'exclut pas des solutions plus créatives. Ça n'exclut pas aussi des solutions participatives parce que je suis évidemment très intéressé positivement par le discours dans lequel les bibliothèques contribuent aussi, je parlais d'éducation numérique, mais au sens large, à rendre les citoyens et citoyennes plus aptes à gérer les défis d'aujourd'hui dans tous les domaines. Ça peut être des choses très prosaïques comme ça peut être des choses plus je dirais, générales, dans le cadre d'une société démocratique où chacun et chacune peut vraiment exercer pleinement son rôle de citoyen et de citoyenne. Il y a aussi une grande envie de rencontre. Vous le savez à quel point les gens, peut-être à cause du virtuel, sont plus que jamais friands d'espace où ils se voient physiquement, concrètement, humainement. Et ça, tous les activités qu'il offre en général rencontrent un succès et où ils ne sont pas juste passifs, mais ils sont actifs. On le voit dans nos musées aujourd'hui. Mais du coup, ça oblige à quelque chose, et je terminerai par là, à une belle collaboration entre les métiers. Alors vous me direz, c'est banal. Mais je ne vous cache pas que dans un de nos plus grands musées, musée d'art d'histoire pour ne pas le nommer, la première fois que les équipes de médiation ont fait venir les enfants et leurs parents pendant la semaine des vacances patates, donc chaque année en octobre, 6000 adultes et enfants pendant une semaine au musée d'art d'histoire, c'est pas un secret, une partie des scientifiques ont trouvé ça abominable. Des gamins qui courent dans les couloirs du musée. C'est un manque de respect total pour les collections. N'empêche qu'ils en sont sortis, ces 6000 adultes et enfants, enchantés. Ils reviennent. Alors, ils ne reviennent pas forcément à 6000 chaque fois, heureusement. Mais ils reviennent. Et on dit d'ailleurs qu'un enfant qui a eu une bonne expérience dans un musée, derrière, il y a 3 adultes qui sont contaminés dans le bon sens du terme. Mais effectivement, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, ici, il y a surtout les bibliothécaires, mais il y a d'autres métiers. Les métiers de la médiation, et c'est un mot qui n'est pas apprécié, mais c'est une réalité professionnelle. Le bibliothécaire lui-même fait la médiation. Le conservateur de musée fait la médiation. C'est un peu comme M. Jourdain qui fait la prose sans le savoir. Mais aujourd'hui, on a besoin de plusieurs métiers pour aborder la complexité des défis que nous abordons ensemble en tant que service public. Et ces métiers doivent se compléter et collaborer ensemble, trouver aussi les mots où ils se comprennent, parce que parfois c'est des histoires de langage professionnel. Ça demande de l'effort, mais in fine, je pense que chacun et chacune en profitera d'autant plus dans un esprit de communauté, pour prendre un terme qui est plus en vigueur dans le continent nord-américain que chez nous, mais que je trouve extrêmement positif. Il paraît qu'il faut rêver et se détendre, donc je vais terminer par ça. J'espère qu'aujourd'hui, il y avait une toute petite part de rêve quand même et de détente. Et puis, je vous souhaite une soirée extrêmement détendue après la verrée. Bonne soirée à toutes et tous.